Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Odile. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Kister. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, vous êtes le cofondateur et PDG de l'entreprise CheckFirst. Alors CheckFirst, c'est une entreprise finlandaise qui conçoit des solutions, des méthodologies destinées à faciliter le travail des initiatives de lutte contre la désinformation à travers le monde et qui visent à créer du lien entre elles. Et pour la petite histoire, c'est notamment son expertise qui a aidé à créer Odile. Alors aujourd'hui, vous allez nous expliquer un peu comment est-ce que l'intelligence artificielle peut épauler les journalistes à la fois dans la conception, mais aussi dans la publication d'une information. Merci Florian. Effectivement, on va parler des outils d'intelligence artificielle, la manière dont les journalistes, les fact-checkers peuvent les utiliser dans plusieurs capacités pour leur recherche, pour la vérification des faits, mais aussi pour faciliter et améliorer et accélérer la publication. Alors pour ce faire, on va aller regarder ce qui existe sur le marché, une sélection d'outils qui sont peut-être les plus adaptés dans ces différents domaines, mais on va peut-être commencer aussi avec une certaine mise en garde, ou en tout cas un avertissement sur les outils d'intelligence artificielle. On le sait, les IA ne sont pas parfaites. Ce qu'elles font, c'est qu'elles absorbent une quantité phénoménale de connaissances humaines, mais aussi de contenus problématiques en ligne. Et puis, sur la requête des utilisateurs, elle va essayer du mieux qu'elle peut de sortir et de produire un texte ou de créer une image dans certains cas, où il y a plein d'autres applications possibles. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être principalement les outils de recherche qui vont permettre d'afficher une source de données pour pouvoir vérifier soi-même la véracité des informations avec lesquelles on va travailler. Et puis, dans un deuxième temps, on verra aussi des outils qui permettent d'accélérer les processus de production. Donc, pour ce faire, un petit mot d'éthique, et je commence d'ailleurs ce chapitre éthique en disant que l'ensemble des images que vous allez voir dans cette présentation ont été générées par l'intelligence artificielle. Et on va commencer par la question de la fiabilité, qui est une question cruciale, puisque vous le savez, les outils d'intelligence artificielle ne peuvent pas être à 100% fiables, et ils ne le sont pas. La fiabilité, c'est vous qui la créez, en traitant les informations qui vous sont transmises par ces outils comme n'importe quelle autre information, c'est-à-dire, il faudra la vérifier en croisant les sources. C'est pour ça qu'on va aller se concentrer sur des outils qui permettent de préciser les sources à partir desquelles les textes auront été générés par l'IA. La deuxième question, c'est celle de l'équité. Vous avez sûrement suivi dans la presse ces débats, parfois même ces procès, d'auteurs qui se sentent spoliés par des entreprises d'intelligence artificielle qui ont absorbé leurs œuvres et qui vont aller soit créer des œuvres à la manière d'eux, soit carrément reproduire des œuvres existantes. Il existe des outils qui respectent les droits d'auteur, par exemple les outils de la société Adobe se basent sur des accords avec des auteurs pour pouvoir utiliser leurs œuvres dans les outils d'intelligence artificielle. Ensuite, il y a la question de la transparence vis-à-vis de vos lecteurs, de vos auditeurs, des consommateurs de vos produits. Encore une fois, n'oubliez pas de dire comment vous utilisez l'IA. Ça peut être, par exemple, on le verra plus tard, dans la publication d'une politique d'utilisation des IA qui est destinée à vos lecteurs, mais c'est également une bonne idée d'avoir une politique à l'intérieur de votre entité pour pouvoir définir comment vous-même, vos employés, pouvez utiliser les outils d'IA pour produire de l'information, de la vérification des faits, par exemple, ou du journalisme. Donc, je le redis et j'insisterai beaucoup là-dessus, divulguez toujours l'utilisation d'intelligence artificielle sur vos sites. Évidemment, tout n'est pas merveilleux, on a commencé à le dire, il existe des biais dans les réponses qui sont fournies par les outils d'intelligence artificielle, puisque les données d'entraînement elles-mêmes peuvent contenir des biais. Encore une fois, on travaille sur la connaissance humaine et on sait qu'il y a à boire et à manger. Donc les questions par exemple d'inégalité sociale, les stéréotypes raciaux entre autres, ou sexistes par exemple, sont présents dans la production de textes humaines et peuvent être reflétés dans les outils d'intelligence artificielle, même si les sociétés qui produisent ces outils-là essayent de faire en sorte que ces biais ressortent peu, mais on a régulièrement des publications scientifiques notamment, mais journalistiques également, sur des biais qui ont été relevés également dans les versions les plus récentes des outils d'IA. Donc les choix effectués par l'entreprise d'IA peuvent amplifier les biais. Il suffit de regarder par exemple ce que Grok de X va pouvoir sortir comparativement à d'autres modèles.
On sait par exemple que récemment, une nouvelle version de Grok a glorifié le nazisme, ce qui n'est pas forcément un scénario idéal quand on cherche à créer un outil grand public. Alors on va passer maintenant à des études de cas pour voir comment des grands groupes médias, par exemple, vont aller traiter l'utilisation d'outils d'IA. On en parlait déjà extensivement. La question de la divulgation est très importante, et si vous allez effectivement sur les grands sites d'information, comme ici ARD en Allemagne, la BBC en Angleterre, France TV en France, tous ces groupes publient des avertissements pour expliquer comment les outils d'intelligence artificielle peuvent se retrouver dans la conception des contenus qui sont présents sur les sites. Donc ces utilisations courantes, on va pouvoir retrouver par exemple des choses très simples, comme le fait de créer une version audio d'un article. On va aller charger un petit plugin qui va faire non pas de la transcription, mais de la diction des contenus textes qui sont sur les articles. Donc pour les questions de l'accessibilité, c'est plutôt pas mal. On peut également avoir des brouillons d'articles qui sont créés par des IA, par les journalistes ou par les vérificateurs de faits, qui sont évidemment relus, vérifiés, retouchés et réécrits, mais ça peut permettre de gagner du temps pour trouver la trame de son article. Évidemment, il y a la question de la recommandation des articles suivants, ce que vous voyez en bas des pages d'articles. Si vous avez aimé tel article, vous aimerez peut-être aussi ces articles-là. Ça peut être aidé par l'intelligence artificielle, c'est assez basique encore une fois. Ou enfin, la création d'images pour illustrer des articles qui sont parfois difficiles à illustrer, mais encore une fois, toujours avec une légende qui explique qu'un outil d'IA a été utilisé. Ensuite, le plus intéressant peut-être pour l'audience de cette formation, ça va être l'aide aux enquêtes et comment est-ce qu'on va aller pouvoir utiliser des outils pour croiser de l'information, pour par exemple identifier d'où une photo a été prise, etc. J'en veux pour exemple une investigation qui a été produite par le New York Times, qui a, dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, a cherché à savoir d'où avaient été lancés des missiles, et qui a réussi à le faire à partir d'images prises sous différents angles avec des outils. Donc pour cette enquête, les journalistes du New York Times ont programmé un outil d'IA pour scanner les images satellites à la recherche de cratères de bombes qui sont ensuite examinés à la main. Donc on voit qu'il y a une complémentarité entre l'outil d'IA qui peut permettre d'accélérer les tâches qui autrement seraient assez fastidieuses à faire, ou qui permettent peut-être même de voir des choses que les humains n'auraient pas vues, mais la vérification finale est toujours faite par les humains. Ensuite, un autre exemple, c'est un partenariat entre l'entreprise d'intelligence artificielle française Mistral et l'agence France Presse, où l'outil Le Chat, ou le chat, on prononce comme on veut, s'appuie sur la production de l'AFP pour pouvoir donner dans ses réponses des éléments qui s'appuient sur des sources vérifiées, en l'occurrence les dépêches de l'AFP. L'IA générative peut être utile pour la recherche également, pour la collecte efficace d'informations, notamment quelque chose qui est très utile lorsqu'on a une énorme quantité de données à traiter pour pouvoir essayer de trouver la petite aiguille dans la botte de foin. Ça va être des outils qui vont permettre de générer des résumés, donc d'avoir un condensé de très grands volumes de texte en quelques paragraphes pour comprendre les problématiques à laquelle on cherche à trouver une solution ou à comprendre. Et pour terminer la sélection d'outils dont on va parler dans cette formation, on va parler de ceux d'agrégation. Qu'est-ce que c'est qu'un outil d'agrégation ? On peut y penser un peu comme une sorte de moteur de recherche survitaminé. Perplexity, par exemple, offre une barre de recherche. NotebookLM, qui est un outil de Google, va permettre de fournir des documents, des PDF, par exemple, des images, et puis de demander à l'outil d'IA d'aller analyser ces documents, de pouvoir confronter ça à d'autres bases de données ou alors aux informations que Gemini, en l'occurrence, est allé chercher sur le web. Donc on va pouvoir agréger différentes compétences de ces outils pour pouvoir obtenir un résultat. Donc on va passer une petite démo et on va commencer par NotebookLM. Donc NotebookLM, c'est un outil qui a été créé par Google sur la base de Gemini, qui est la marque qu'ils utilisent pour l'intelligence artificielle. Donc une des manières de faire ça, c'est que, comme le nom l'indique, Notebook, c'est une espèce de carnet de notes dans lequel on va rassembler ces informations quand on va aller mener une investigation, une recherche par exemple. Donc on va aller créer un nouvel carnet de notes, et la première des choses que nous demande l'outil, ça va être « donne-moi des documents à manger », ce qu'on va faire. Donc là, je vais aller téléverser 3 rapports qui ont été écrits sur la même opération de propagande russe, l'opération Overload.
Et on voit qu'à gauche ici, Gemini est en train de les traduire en français, puisque l'outil est traduit, a été réglé pour opérer en français, et assez rapidement nous donne des informations sur les 3 sources qu'on a propulsées dans l'outil. Et ensuite, on a un robot conversationnel qui se base sur les 3 sources. Donc si on demande par exemple, décris-moi les principes de cette opération de propagande. Et ce qui est intéressant avec NotebookLM, c'est qu'il va permettre d'afficher les sources. Donc en l'occurrence, si on regarde la première, en cliquant dessus, il va aller donner une vision sur le contenu d'un des documents qu'on a fourni à l'outil, et on voit qu'il a surligné les parties du texte qui ont été utilisées pour générer la réponse, et ça il le fait pour l'ensemble des notes. Donc si par exemple vous avez un gros document ou une série de gros documents à analyser pour une enquête, on peut les mettre dans NotebookLM, et puis ensuite avoir une sorte de vision résumée des principes essentiels qui sont contenus, et à chaque fois que vous avez un doute sur la manière, ou si vous voulez en savoir plus tout simplement sur le texte qui a été produit par l'outil, vous pouvez soit survoler le numéro de la note, soit cliquer dessus, et on va aller vous indiquer à quel endroit et dans quel document l'information a été trouvée par le robot conversationnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile. On voit sur la droite qu'on a différents autres outils. Alors, de la génération de vidéos, par exemple, à utiliser avec des pincettes. On va créer une petite vidéo qui va aller raconter l'histoire principale qui est contenue dans les sources. NotebookLM est également capable de créer un podcast, mais je vous conseille plutôt d'éviter ces fonctionnalités pour le moment. La carte heuristique, en revanche, est plutôt intéressant parce qu'elle va permettre de pouvoir extraire des concepts des documents et de les lier entre eux heuristiquement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, la carte est générée. Donc en cliquant dessus, on voit qu'on a l'opération qui est là, et on peut aller déplier des nœuds qui parlent. Par exemple, si on s'intéresse dans les tactiques, techniques et procédures qui sont décrites dans les rapports, on voit que la campagne d'email est quelque chose qui a été utilisé. On voit les caractéristiques de cette campagne d'email. Et j'attire votre attention sur un élément qui est important. Encore une fois, ces outils ne sont pas à 100% fiables, et vous voyez que en bas ici, vous avez des petits boutons qui permettent de donner du feedback à Google pour dire si la carte heuristique fonctionne bien ou pas, et d'aider en fait l'entreprise à améliorer. C'est surtout un avertissement pour se souvenir que la production d'informations n'est pas à 100% fiable. Mais ça reste un outil qui est très utile pour pouvoir extraire de l'information de grands corps de données. Un autre outil dont je vais vous parler, c'est un outil qui s'appelle SciSummary.com. C'est un outil d'intelligence artificielle qui est spécialisé dans l'extraction d'informations et puis la simplification aussi, ou en tout cas le résumé d'articles scientifiques, et qui est vraiment fait pour ça. Encore une fois, on parlait au début de la formation d'affinement, de spécialisation, voire d'outils agentiques. SciSummary s'approche de cette notion-là en se spécialisant sur les productions académiques. Donc en regardant le site de SciSummary, vous voyez qu'on peut soit commencer par chercher des articles à propos d'une thématique particulière. Donc là, par exemple, on va pouvoir aller chercher les biais sur les algorithmes de recommandation. Donc je vais le taper en anglais puisque l'outil fonctionne mieux en anglais et que c'est un peu la langue de la recherche mondiale. Donc voilà, on va chercher ça. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut soit se fier à la base de papier académique à laquelle SciSummary a déjà accès, ou alors fournir les propres articles qu'on a repérés nous-mêmes et les inclure dans une bibliothèque à l'intérieur de l'outil. Donc là, on voit qu'en quelques secondes, l'outil a créé un résumé de l'ensemble du corpus de papier qu'il a trouvé sur la thématique des biais dans les algorithmes de recommandation des plateformes. Et on voit en dessous la liste de la production scientifique qui a servi à créer ceci, et on peut voir, tiens, par exemple, celui-ci m'intéresse, donc on va l'ajouter à la bibliothèque, et on va demander à l'outil de créer un résumé en français. On
peut choisir la langue ici, on va choisir français. Voilà, et une fois que c'est fait, on peut voir le résumé de l'article lui-même sur la gauche, le résumé qui est en train de se charger ici à droite, et ça va nous permettre de voir la source et l'interprétation par l'outil d'intelligence artificielle sur la même page. Donc là encore, c'est quelque chose qui va faciliter l'établissement de l'exactitude de l'information qu'on va utiliser. Mais c'est vrai que très souvent, dans le travail de journalisme ou de vérification des faits, on peut être confronté à un travail de recherche académique qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'étudier aussi consciencieusement que ce qu'il mériterait. Et donc ce genre d'outil peut permettre d'aller trouver rapidement les conclusions, et on voit que c'est dans cet outil-là décliné selon les usages de la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on va aller exposer la méthodologie, les principaux résultats, l'abstract, etc. Alors parfois ce qui peut se passer, c'est que si on revient à la page précédente avec l'ensemble de la liste, en cliquant sur un des articles, il va nous dire qu'il ne le trouve pas. C'est qu'il sait que l'article existe, mais qu'il ne peut pas aller le chercher directement sur le site de publication de l'article. Donc à ce moment-là, on peut aller télécharger manuellement le PDF et puis le mettre dans Size Summary. Donc voilà pour Size Summary, qui est un outil très utile lorsqu'on s'intéresse aux questions de vulgarisation scientifique, ou même simplement pour comprendre le contenu d'articles scientifiques. Alors d'autres outils, cette fois-ci visuels, comme Leonardo, Midjourney, Stable Diffusion ou InVideo AI, sont des outils plutôt de création d'images. Je vais passer la démo là-dessus parce que ce sont des choses qui sont assez couramment connues. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur les liens qui sont mis en description de cette formation pour générer de l'image. Donc on va aller simplement entrer du texte en disant j'aimerais une image qui décrive telle chose, et au bout de quelques dizaines de secondes, les outils vont faire plusieurs propositions d'images pour que vous puissiez les utiliser. Il y a d'autres outils intéressants qui sont des outils qui permettent de gagner du temps dans la production, par exemple toute la production audiovisuelle. Si vous faites des vidéos ou des podcasts, les outils de transcription comme Whisper AI ou Aiko, qui fonctionnent sur Mac et sur les appareils iOS, va permettre de transcrire avec un degré de fiabilité qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on va donner le fichier vidéo ou le fichier audio à l'outil qui va aller le transcrire. Donc là encore, je vous invite à aller vous rendre sur ces sites-là pour vous rendre compte de vous-même comment ça fonctionne. C'est assez simple. On va simplement aller fournir le fichier et on ressort du texte, et parfois même on peut réaliser une traduction du texte. Après, à vous d'évaluer si ça fonctionne également en langue locale. Un autre truc assez impressionnant, c'est Picarta.ai. Donc Picarta, c'est un outil de géolocalisation des images. Donc là, on va passer aussi à la démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Picarta, se présente de cette manière-là. On va pouvoir simplement soit, comme dans Google Images, chercher, téléverser une photo, ou produire un lien qui va pointer vers une image qui est hébergée quelque part en ligne. Donc là, je vais simplement fournir une photo à Picarta. Voilà la photo. Alors moi, je sais où elle a été prise. Elle a été prise à Johannesburg, c'est la mairie de Johannesburg en Afrique du Sud. Et on a deux possibilités. Soit on peut donner une idée à l'outil, je pense que c'est dans cette zone du monde à peu près, ou alors essayer vraiment de le laisser se débrouiller tout seul en lui disant non mais je ne sais pas où c'est, cherche sur la planète entière. Donc on va aller cliquer sur le bouton, ça peut prendre quelques secondes, et au bout d'un moment, c'est assez rapide dans ce cas-là, on voit que voilà, je pense que cette image a été prise en Afrique du Sud, à Johannesburg, et il donne une position GPS approximative. Alors c'est un outil qui peut être utilisé gratuitement, Picarta, comme l'ensemble des outils que j'ai présentés jusqu'ici. On peut avoir des informations supplémentaires, en l'occurrence la position GPS exacte, présumée, jamais encore une fois le prendre pour argent comptant, en créant un compte sur Picarta. Alors je vais finir par partager une ressource qui est vraiment très intéressante, parce que faire une formation sur les outils d'IA qui restent à jour, c'est quelque chose qui est quasiment impossible, tant il y a de nouveaux outils qui apparaissent presque tous les jours. Mais il y a un site, there'sanaIforthat.com, qui permet de trouver des outils qui sont adaptés à vos besoins spécifiques, puisqu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'outils aujourd'hui qui se spécialisent également pour se différencier sur le marché. On voit des outils de montage
vidéo assistée par l'IA, par exemple, avec de la transcription qui est intégrée, avec du montage sous forme de texte, si on a envie. On part d'une transcription d'une interview et puis on va aller couper les bouts de texte et l'IA produira une vidéo qui est associée. Donc ce genre de choses-là, on peut les trouver avec cet annuaire There's an AI for that, qui va vous permettre de trouver parmi des dizaines de milliers d'outils différents, chaussures à votre pied, mais toujours à utiliser avec prudence. Donc testez-les avant, essayez de vous rendre compte de la fiabilité de l'outil, de voir à quel point ça marche bien, et restez toujours le dernier juge de la qualité de l'information qui est produite par les outils. Donc en résumé, si on doit condenser un peu l'ensemble de cette formation, je vais encore vous parler de considérations éthiques, mais il faut vraiment savoir équilibrer ces notions d'innovation, de gain de temps qui sont permis par les outils, contre les risques qui sont liés à le fait de pouvoir publier des informations qui sont fausses ou de s'appuyer sur des éléments qui sont erronés pour aboutir à la rédaction d'un article, à la création d'une vidéo. Donc on a quelques défis devant nous également, comme la protection de la confidentialité des données, qui n'est pas une notion qui est complètement réglée aujourd'hui. C'est quand vous allez échanger avec un outil, vous n'êtes pas en capacité de savoir ce que l'entreprise qui vous donne l'outil fait des données. Donc évitez de donner des informations confidentielles à un chatbot. On a eu par exemple des entreprises ou des grands groupes, grands acteurs économiques mondiaux qui ont interdit à leurs salariés d'utiliser des outils d'IA grand public, justement par crainte de fuite de données confidentielles des entreprises. Imaginons que vous travaillez sur une enquête sensible, c'est une mauvaise idée de communiquer des informations dont vous allez être les seuls en possession. Il faut savoir gérer aussi les hallucinations et les biais des IA, encore une fois. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans le chatbot avec un ton ferme et qui a l'air d'être très fiable que l'information est fiable. Et puis, discuter entre vous, dans l'équipe, de la manière dont vous souhaitez développer votre politique d'utilisation de l'IA à l'intérieur de votre organisation, qui est vraiment une chose qui me semble essentielle. Donc, les possibilités sont presque infinies. Il y a des opportunités à saisir pour gagner du temps, mais encore une fois, l'IA ne remplace pas le travail journalistique, le travail de vérificateur de faits. C'est vous qui restez maître de votre production informationnelle. Évitez absolument de tomber dans les biais de publier de manière quasi automatique ce qu'on appelle de l'AI slop, donc de la soupe créée par de l'IA. On voit qu'il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui font ça pour un but parfaitement mercantile, pour générer des revenus publicitaires, en créant du sensationnalisme pour afficher de la pub. C'est pas vraiment le genre de choses que l'on promeut à Odile, et on espère que vous saurez gagner du temps et peut-être aboutir à des conclusions que vous auriez mis trop de temps ou vous n'auriez pas forcément eu suffisamment d'outils adaptés pour y arriver, mais tout en gardant la main sur le produit final. Voilà pour cette formation sur les outils d'IA dans le journalisme et la vérification des faits. Merci beaucoup, Guillaume.